Julie Pietri, bonjour. Bonjour. Julie, je suis ravi de vous recevoir pour un entretien qu'on va essayer de mener à bien, et surtout on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu original par rapport à toutes les questions qu'on a pu vous poser. Moi je connais bien votre carrière, je ne suis pas le seul bien sûr, mais j'aimerais qu'on parle de choses et de chansons dont vous n'avez pas l'habitude de parler, en plus bien sûr de tout ce que vous pourrez nous dire sur vos gros succès et le spectacle que vous préparez. Alors tout d'abord, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on se plonge un petit peu dans le passé et qu'on remonte à votre enfance. Vous l'avez souvent dit, c'est vrai, vous êtes une exilée en quelque sorte, du moins vous l'avez fortement ressenti comme ça. Est-ce que vous vous rappelez précisément, quel souvenir plutôt précisément vous avez de votre enfance en Algérie? Des souvenirs de guerre. Je suis née dans la guerre, je n'ai vécu que la guerre, je n'aime pas en parler. Je n'aime pas du tout même en parler. Voilà. Plus tard, je ferai un tour, j'habiterai à Casablanca et ce sera bien plus tranquille. Vous aviez déjà, malgré ce sentiment d'insécurité que provoquait la guerre, cette envie de chanter? Vous chantiez, petite fille? Bon, dans le mythe familial, je chante, mais ça, alors les trois quarts des chanteuses, c'est vraiment un cliché épouvantable. Trois quarts des chanteuses vous diront que leur mère racontait partout que petite fille ou bébé, elle chantait avant de parler. Ben, c'est pareil pour moi. Je n'échapperai pas à la règle du cliché. Vous avez parlé d'une sensibilité exacerbée quand vous étiez enfant. Vous avez dit une fois que vous vous cachiez parfois pour pleurer. Je pense que c'est lié au traumatisme et une sorte de sentiment d'abandon, au traumatisme de la guerre, parce que j'ai vu des choses qu'un enfant ne devrait jamais voir. Et j'ai entendu et vu des choses qu'un enfant ne devrait jamais voir. Et puis j'avais le sentiment un peu que mes parents n'en étaient pas conscients, alors je me sentais un petit peu abandonnée, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette sensibilité exacerbée vous a servi? Ce traumatisme vous a servi dans l'interprétation de vos chansons ou dans l'inspiration que vous pouviez avoir au niveau de vos chansons? Non, non. Ce qui m'a servi, je dirais, d'exutoire, c'est le fait de pouvoir chanter, de réussir dans ce métier. Bien plus tard, en fait, moi j'ai vraiment chanté que quand j'ai commencé à... Disons que j'ai eu un premier groupe au lycée, c'est surtout là que je me souviens d'avoir chanté, parce que j'en avais vraiment l'envie. Petite fille, je vous dis, c'est du domaine de l'anecdote ou du cliché. Mais... non, ce qui m'a intéressé, c'était que plus tard, je pouvais m'exprimer au travers de la musique et du regard du public. Là aussi, beaucoup de chanteurs vous diront la même chose, ça n'est qu'un cliché. Mais il s'avère salvateur, ce regard, parce que, encore une fois, moi je me suis sentie un petit peu abandonnée, comme un enfant de la guerre peut se ressentir. Mais je n'en ai jamais rien laissé paraître. Justement, ça ne m'a pas tellement aidée au niveau des compositions des chansons, parce que je n'ai fait que essayer de m'éloigner de ce traumatisme, et non pas m'en servir. Bien sûr que j'ai essayé de donner une certaine émotion, que je suis quelqu'un rempli de fragilité, d'émotion, mais ça je n'en ai jamais fait état, je ne l'ai jamais montré. Adolescente à Saint-Germain-en-Laye, vous étiez comment? Révoltée. Contre? La société, la bourgeoisie, le bien-être, le gris du ciel, le gel sur les sols, le manque de palmiers, dattiers. Voilà, non, mais bon, et par le fait aussi que j'étais entre guillemets tricarde avec mes petites camarades, c'est-à-dire qu'elles me jetaient parce qu'elles pensaient que j'étais que tout Français qui arrivait d'Algérie était un affreux raciste plein d'argent, bourré aux as, qui avait eu des grandes propriétés en Afrique du Nord. Enfin, bref, là aussi, quelques clichés. Ma vie est marquée au coin du cliché. Mais donc non, malheureusement pour elle, mes parents étaient rentrés, comme on dit à l'époque, une main devant, une main derrière, sans rien du tout. Donc mon père a redémarré au SMIC. Donc être traité comme ça avec un coup de pied, un coup de poing, c'était un tout petit peu dur là aussi. Mais bon, vous voyez que la vie m'a forgé pas vraiment dans la douceur. Alors malgré votre révolte et votre côté révolté contre la société, vous faites quand même des études que vous poussez assez loin, oui, jusqu'à l'orthophonie. Et puis là donc c'est la bande à Basile. Alors comment on peut être révolté contre la société et chanter des chansons de la bande à Basile? Oh là là, ça n'avait rien à voir avec la chanson de la bande à Basile. La bande à Basile, je m'en foutais complètement.
Une fois que j'avais les deux pieds en fac et que j'avais fait plaisir à mon petit père en ayant mon diplôme d'orthophoniste, parallèlement, je ne cherchais qu'une chose, c'était rentrer en musique. Et donc là, on me proposait quelque part de rentrer en musique. Et pour moi, la bande à Basile n'était qu'un prétexte pour apprendre, qu'une école, et seulement ça. Car il est évident que comment voulez-vous que je m'identifie aux chansons françaises, à la chenille. C'était charmant, mais je m'en foutais complètement, je veux dire, soyons clairs. C'était simplement très 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 bien et très formateur, et je savais que je voulais faire cavalier seul. Qu'est-ce que ça vous a appris ces années dans la bande à Basile par rapport au métier? Ça vous a appris bien sûr l'aisance devant des caméras, la voix, le travail de la voix? Tout, oui, tout. Il a fallu être bonne tout de suite devant un micro pour enregistrer des chansons. Prendre plusieurs voix, voir l'étendue de sa tessiture, monter sur scène tout de suite parce que ça a eu beaucoup de succès. Effectivement, regarder la caméra, évoluer gracieusement. Donc j'ai pris aussi des cours de danse parce qu'il fallait, il y avait une petite chorégraphie, même s'il était assez simple, il fallait quand même la suivre. Et donc moi, ça m'a vraiment permis de mettre le pied à l'étrier, comme aujourd'hui feraient certains élèves de certaines téléréalités. Mais sauf que moi, c'était avec mon argent. Et puis la bande à Basile, ça débouche bien sûr sur le 45 tours Magdalena. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment c'est arrivé. Eh bien, en fait, ce que j'espérais est arrivé, à savoir que je n'ai fait la bande à Basile que pour être remarquée. Et j'ai été remarquée. Donc le but était atteint, c'était vraiment mon objectif. Et un directeur artistique de CBS qui est devenu Sony, qui m'a remarqué et qui m'a proposé, ainsi qu'à une ou deux autres filles, un petit peu, je crois qu'il y en avait une qui sortait du Big Bazar, et puis bon, enfin je me souviens plus exactement de qui était avec moi. On s'est retrouvés réunis dans un bureau, on nous a proposé un morceau. En espagnol, une maquette, et c'était un morceau qui s'appelait Maria Magdalena. Et ce morceau, mes deux autres camarades, que je ne connaissais pas d'ailleurs, ont décliné l'offre en disant que c'était, je cite, de la merde. C'est quand même bizarre de dire ça, c'était un slow magnifique, il faut quand même le dire. Ben oui, mais quand on l'entend pour la première fois, encore faut-il avoir l'instinct, donc moi, mon instinct me dit, oui, c'est ça. Et ça tombait en plus dans une période qui était complètement disco. Tous les tubes de l'époque, c'était Patrick Hernandez, Amy Stewart. Ouais. Donc c'était complètement à contre-courant. C'était à contre-courant, mais le côté méditerranéen que je représentais bien, je trouve que voilà. Non, il y avait des grands moments de slow aussi au milieu des discos. Il y avait les plages de slow où ça draguait. Et donc non, voilà, je m'y suis bien retrouvée et j'ai eu raison de trouver de faire confiance à mon instinct en pensant que c'était un très 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 beau morceau pour démarrer ma carrière. Donc, une petite parenthèse, vous avez pensé quoi de la reprise de Jessica Marquez en 2003? Ah, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur qu'elle en refasse un tube, puisqu'elle a eu un très très gros succès. Alors malheureusement, j'ai un petit bémol à cette tendre réflexion vis-à-vis de cette jeune femme, c'est que je lui ai demandé de faire partie de mon Alhambra le 28 mai et qu'elle a décliné l'offre. Donc je trouve ça un peu gonflé. Et très dommage pour elle. Mais tant pis pour elle. Donc là-dessus, vous, après cet immense succès, vous enregistrez un album. Vous dites en fait que vous vous êtes un peu offusqué du fait que le directeur artistique de l'époque ait fait ce 45 tours un petit peu dans votre dos. Du moins, le nom d'artiste, il l'est décidé un petit peu dans votre dos. Non, c'est pas exactement ça. C'est que j'étais pas là. Alors il fallait qu'il fasse partir le disque. Et le disque lui plaisait énormément. Il pensait que c'était un énorme tube. Comme moi j'étais, on ne sait où, enfin moi je sais où j'étais à Ibiza avec mon petit copain américain, en train de faire la fête, c'était l'été,
Et donc, me cherchant partout, il ne me trouvait pas. Il n'y avait ni internet, ni téléphone portable, ni rien du tout. Donc, Bien sûr. il a demandé partout mon nom. On lui a dit, je sais pas, elle s'appelle Julie, j'en sais rien, je sais pas. Et donc, il a dit, écoutez, j'ai pas le temps, on va faire partir ce disque sous le nom de Julie Magdalena. Et quand je suis rentrée, j'ai trouvé une tonne de télégrammes sous ma porte. Et effectivement, j'ai aussi trouvé une pochette de disque en me disant vous faites votre première télévision avec Guy Lux à Provins et voilà le disque. Et je me suis découverte étant Julie tout court, ce qui m'a quand même fait un peu de peine. Mais bon, c'était parti comme ça. Plus tard, je rattraperai. À l'époque, c'était plutôt à la mode, les noms d'artistes seuls, Dave, Sheila, Ringo, etc. Oui, justement, oui. C'est justement marqué au coin d'un temps qui n'était pas le mien, c'était plutôt les années 60-70, je dirais. Et moi, en 80, c'était pas du tout mon état d'esprit que d'être désigné sous un prénom tout seul, du tout. Et donc je n'aurais de cesse, notamment pour l'album de Ève, lève-toi et avec Ève, lève-toi, de reprendre mon patronyme, évidemment. Donc ça m'a beaucoup gênée, beaucoup, mais bon, une fois que c'était parti comme ça, je ne savais plus trop comment faire pour rattraper le coup. Je l'ai rattrapé en cours de carrière, ce qui fait qu'il y a pas mal de gens qui pensent que Julie et Julie Pietri sont deux personnes différentes. Oui, pendant longtemps. Et que mon premier disque, c'est Ève, lève-toi. Alors il faut bien qu'on leur dise que non, c'est Il y avait beaucoup de disques avant. Seule et même personne. Donc vous sortez un premier album après le succès de Magdalena avec des titres, un album assez précurseur pour l'époque, hein. Il n'y avait pas beaucoup d'albums qui étaient comme ça. Vous commencez à chanter Merci en télé, Je me maquille de blues, deuxième extrait. J'ai envie d'être à vous, vous faites aussi un petit peu de promo avec ça. Vous aviez à l'époque pour la sortie du disque une page entière dans VSD, je me rappelle. Je ne m'en souviens plus. Si. Et comment se fait-il que l'album n'ait pas vraiment fonctionné par rapport aux 45 tours précédents, Magdalena, d'après vous? Parce que j'offrais des choses différentes et pas le même morceau, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Je n'ai jamais eu envie d'offrir Maria Pamela, ni Maria Gonzalez, ni voilà. Donc évidemment, comme je répercutais pas le même morceau chaque fois, ça choquait les gens. Mais je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. On s'attendait toujours à ce que je refasse 2 fois, 3 fois, 4 fois le même morceau. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, ça ne me satisfaisait pas, j'avais pas envie de me répéter. Voilà, donc je pense que cet album a d'abord déçu ma maison de disques. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont en fait beaucoup moins poussé. Parce qu'ils pensaient que j'avais des morceaux très différents, des ballades rock, des choses que j'étais un être multiple et donc pour moi un véritable artiste, mais visiblement pas pour eux. Que voulez-vous, c'est ma vie. Ça m'est arrivé plusieurs fois. L'album de la légende des Madones, le dernier avant que je ne parte pour m'occuper de ma petite Manon, ma fille a beaucoup étonné parce que j'aime bien aller dans des comment vous dire, dans des musiques où on ne m'attend pas. C'est normal, je suis un artiste, je tente des choses, je dis pas que je réussis, mais je dis que j'ai envie de tenter autre chose que de me répéter. Même si les choses que vous tentez ont moins de succès que les répétitions qui auraient pu être... Je m'en fiche, un artiste fait à plusieurs périodes, à plusieurs goûts, à plusieurs choses à proposer. Je ne marche pas en fonction du fait d'être première, seconde ou troisième dans une échelle de vente ou je ne sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc après cet album, CBS vous lâche, on peut le dire, et vous rencontrez... C'est moi qui lâche CBS. C'est vous qui les lâchez. Ah oui, je renvoie mon contrat. Vous aviez encore des disques à faire chez eux? Chaque fois, c'est moi qui ai lâché. Chaque fois. Oui, pour Carrère, je sais. Justement, vous rencontrez donc Claude Carrère. Comment s'est passée la rencontre avec Carrère en 80-80? J'ai été approché par quelqu'un de son entourage qui m'a dit tu devrais venir chez lui, etc. Ça s'est fait très naturellement, je crois que c'était son attaché de presse, je sais plus, la directrice de promotion peut-être, sur un plateau de télé. Vous en aviez évidemment entendu parler, c'était un des plus grands producteurs de la place de Paris. Pas vraiment, parce que moi je suis complètement out, je connais peu de monde dans ce métier, je fréquente peu de monde dans ce métier, je suis ni chaud ni bise. Il vous a fait quel effet la première fois que vous l'avez rencontré? Vous êtes senti en confiance? Un ovni, un extraterrestre. En ce sens que quoi? Parce qu'il est bizarre, il a un comportement bizarre.
il avait, à mon avis, je sais pas, une sorte de nez un peu trafiqué, je sais pas. Il avait une drôle de tête, des talonnettes dans ses chaussures. Je sais pas, il me semble extrêmement extraterrestre. C'était très spécial. Qu'est-ce qui vous a décidé à signer avec lui? Mais parce qu'il me proposait un joli contrat et me proposait tout de suite quelques mélodies entraînantes et sympas. Et donc vous avez commencé avec Let's Fall in Love et Cœur Sauvage. Ouais. Et là, je sais que vous n'aimez pas ce Non. disque. Vous le trouvez un peu creux, vous m'avez dit il y a quelques années. Ouais, j'ai pas envie d'en parler. Par contre, Je veux croire, c'était une belle Voilà. balade. Il voulait imposer le premier disque, en Oui. fait. Ouais. Et le deuxième, c'est vous qui avez... Oui, on connaît ce vieux show business qui faisait que les producteurs comme lui ou d'autres d'ailleurs imposaient sa volonté aux artistes. Mais bon, finalement, il a assez compris que ça ne marchait pas avec moi. Donc c'est bien qu'ensuite il m'ait proposé Je veux croire, qui était quand même un très très beau gospel. Avec Je reviendrai en face B, qui était très bien Je reçu. me souviens plus des phases B, elles étaient nulles, elles m'étaient imposées et je m'en fous. Ça m'intéresse très très peu aujourd'hui. Après Je veux croire, donc c'est un single, et c'est comme si dont vous revendiquez véritablement l'écriture. Vous êtes très Ah fier oui, de ça. enfin, parce que en fait, moi je me disais, voilà, si j'arrive à faire quelques disques d'or, c'est peut-être pas pour rester dans le même moule, encore une fois, d'ailleurs, et puis surtout pas me laisser imposer des musiques tout le temps. Je vais choisir moi-même ma musique et je vais peut-être commencer à écrire mes paroles, ce qui a été vraiment pour moi l'étage au-dessus, voilà, la marche supérieure pour pouvoir justement exercer mon métier avec encore plus d'épanouissement possible. Là-dessus, Amoureux fou avec Herbert Léonard, donc qui marche du feu de Dieu. Ouais. Et puis deux singles qui ont... Enfin, vous avez de la difficulté un petit peu à faire oublier l'image de studio pendant 1 ou 2 ans. Des singles qui s'appelaient Ma délivrance. Oui, une merde. D'accord. Et puis Dernier appel, qui était quand même quelque chose de Ouais, bien sur un tour de chant. Non, mais bon, non, il y en avait un qui était sympa. Claude Carrère m'avait imposé un morceau qui s'appelait Tora Tora. Et en phase B, moi, j'avais écrit un morceau qui s'appelait À force de toi. Et il s'est trouvé, après avoir vendu 120 000 Tora Tora, et me l'avoir imposé, il s'est trouvé un peu forcé par les médias de retourner le disque et de jouer À force de toi, qui était écrit par moi. Et là, j'avoue que j'ai pris mon pied parce que c'était quand même bien meilleur. Et c'était. Il y avait un côté déchiré dans ce morceau. Absolument, mais c'était surtout un. Voilà, c'était une très belle balade rock. Moi, j'adore les balades rock. C'était moins populeux, entre guillemets, que Tora Tora. Et donc, comme jusqu'alors, il avait... En fait, c'est parce que ça allait mal avec lui que j'ai fait tous ces disques, ces petits disques-là, que Dernier appel, tout ça, parce que je voulais partir à tout prix. Vous étiez lié par un contrat? Et j'étais liée par un contrat. Donc je répondais en allant enregistrer quelques petits 45 tours qui ne me satisfaisaient ni peu ni beaucoup. Jusqu'à force de toi, où j'avais le sentiment que j'avais quelque chose entre les mains et que j'avais envie de le défendre, et que c'était pas Claude Carrère qui arriverait à défendre ce genre de musique. Vous l'avez perçu assez vite finalement, que vous ne pourriez pas vous épanouir musicalement chez Carrère. Juste après Amoureux fou, c'était pareil, il m'avait un petit peu maltraité sur le contrat d'Amoureux fou avec les producteurs d'Herbert Léonard. Il m'avait un peu contourné sans me demander mon avis, et j'étais pas très contente. Donc à partir de la fin d'Amoureux fou, je dois dire que c'était la fin de mon histoire avec Carrère. J'ai essayé de détourner pour répondre au contrat, et puis n'en pouvant plus après À force de toi, j'ai rompu, j'ai fait ce qu'on ne doit pas faire, mais pour se débarrasser des gens, il faut parfois faire des concessions pour être libre. Vous n'êtes pas vraiment, comme vous disiez, show business, en tout cas business. Je ne suis pas très business, hein, ça c'est certain, parce que laisser ses royalties pour avoir la paix, remarquez, c'était la preuve de mon désintéressement et de mes envies artistiques, et donc je préférais qu'il y ait quelques millions de plus, puisque au stade où il en était, étant donné qu'il était milliardaire grâce à Sheila et à Boney M, etc., c'était vrai que me piquer quelques centaines de milliers d'euros, c'était probablement pour s'acheter ses cure-dents. Mais moi, ça m'a permis de gagner ma liberté et de faire vraiment autre chose après. Vous êtes un petit peu amer par rapport à cette période-là, ou en Non, colère pas du tout. Non, pas du tout. J'ai ces morceaux merveilleux que sont Je veux croire et C'est comme si, c'est quand même mon épanouissement personnel. C'est aujourd'hui ce qui fait beaucoup de mon succès encore.
non, non. Vous a quand même privé de scène, comme il avait fait pour Sheila. Il n'était pas vraiment pour. Oui, mais justement, alors voilà, ça aussi a été une deuxième chose aussi, c'est que je l'ai fait dans son dos. Vous avez fait J'ai l'Olympia commencé, avec Sacha Distel en 80, l'ouverture de rideau. En 81, 81. j'ai fait non, pas l'ouverture de rideau, du tout, l'américaine et deux duos avec de Sacha Distel, non, non. L'ouverture de rideau, c'est moi qui le donnerai plus tard à Patricia Cass parce qu'elle n'avait elle qu'un disque, un 45 tours. En 87, je lui donnerai sa chance en ouverture de rideau, mais j'y pouvais pas grand-chose. Elle avait qu'un disque qui était Mademoiselle chante le blues et un seul morceau. Donc. Elle vous en a été reconnaissante par la suite? Non, c'est pas grave. Mais je suis heureuse de son succès, justement. Je suis très heureuse et je pense que c'est de toute façon une femme formidable. Je pense que c'est la jeunesse et l'entourage. Il ne faut pas confondre l'entourage et la jeunesse des gens avec ce qu'ils sont profondément. Donc non, j'en veux à personne. Ce serait ridicule. Les gens se construisent au fur et à mesure des années. Peut-être qu'on disait la même chose de moi en disant que j'étais très jeune et immature. Vous savez, on se construit comme on peut dans ce métier. Et puis donc, moi, j'ai quand même fait de la scène dans le dos de Claude Carrère. Et jusqu'au jour où il m'a dit que ça servait à rien, où je me suis dit que j'avais vraiment plus rien à faire. J'étais pas bien artistiquement pour les disques, et j'étais pas bien scéniquement puisqu'il me refusait de faire de la scène. Donc il fallait que je me tire et très très vite. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai jamais eu aucun, j'ai pas de scrupule. Moi je préfère perdre tout l'argent du monde mais gagner ma liberté. C'est une belle devise et plutôt rare dans la société d'aujourd'hui. Oui. Avant de partir, vous enregistrez un duo pour l'Éthiopie, un morceau pour l'Éthiopie ou Oui. l'Afrique qui ne sortira jamais. Pourquoi ça? Bah, c'était encore une chose qui m'intéressait, qui s'appelait Pretoria, qui était très très beau, à l'époque où il y avait l'apartheid. Ça m'intéressait, mais il faut bien dire que Claude Carrère était très loin de l'apartheid. Donc ça a mis le point final, voilà. Et puis un Olympia que vous faites, alors en Olympia avec un vrai beau spectacle, Oui. en 85, en première partie de Frédéric François. Oui. Vous gardez quel souvenir, parce que vous avez souvent parlé de l'Olympia de 87 en vedette évidemment, mais vous gardez quel souvenir de cette Olympia de 85? Une bien plus grande trouille que que l'Olympia avec Sacha Distel, où j'étais plus irresponsable, plus légère. Mais non, j'ai eu très très peur parce que je ne savais pas, en sortant de chez Carrère, si je trouverais un autre contrat. Donc j'étais assez mal dans ce spectacle-là, et donc j'en garde un souvenir de quelqu'un entre deux portes, entre deux chaises, et se cherchant un petit peu, en tout cas pour ce qui était de la suite des événements, qui me faisait un petit peu peur. Je me disais, bon, maintenant c'est peut-être la fin de Julie. Et bien ça a été la fin de Julie, mais ça a été le début de Julie Pietri. Tout à fait. Et voilà, donc finalement j'ai pas mal fait. Le spectacle a été filmé? Non. Non. Tant mieux d'ailleurs. Ça ne me disait rien. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir d'image de ces années-là? Et puis là, donc, grâce à l'attaché de presse, enfin une des attachées de presse de Claude Carrère, qui était une amie à vous, vous rencontrez Vincent-Marie Bouveau. Non, c'était pas vraiment, oui, enfin, elle était freelance. Elle n'était pas vraiment, d'ailleurs, elle partira très très vite de chez Claude Carrère. Non, non, c'est une. Oui, non, c'était devenue une merveilleuse amie parce qu'elle était vraiment très marginale par rapport Au système, surtout Carrère. Et on s'est retrouvés, elle m'a dit, écoute, j'ai un très bon ami qui cherche à faire des compositions, des choses, et on s'est retrouvés dans une cave un jour à Enghien, et j'ai écouté des choses, et j'ai rencontré un jeune garçon de 24 ans, et c'était Vincent-Marie Bouveau qui allait m'écrire et m'arranger tout l'album le premier jour. Ève, lève-toi, Nouvelle vie, Immortelle, Nuit sans issue. Vous avez craqué tout de suite pour ces musiques? Tout de suite, on s'est mis au boulot, tout de suite. Et donc moi j'ai disparu pendant un an, ne sachant pas si j'allais avoir encore un contrat, mais complètement absorbée par cette nouveauté avec Vincent-Marie. Le fait de travailler tous les jours 24 heures sur 24 sur des morceaux, j'avais très envie de continuer à écrire mes textes, ou de les coécrire avec mon ami Jean-Michel Beria. Il y a vraiment une émulation qui s'est créée là pour une dynamique. Une dynamique, parce que j'ai trouvé tout le monde que je cherchais justement. Et on a commencé par Nuit sans issue, qui ne portait pas de titre, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque, parce que c'était un petit peu jazzy ce morceau, et on appelait ça la chaderie, en référence à Chadé, que j'adorais, que j'écoutais beaucoup. Qui marchait beaucoup. Et alors j'ai commencé par choisir ce morceau, ensuite on a construit une nouvelle vie, et ensuite j'ai dit je voudrais quelque chose qui me réconcilie avec mes racines, avec l'Afrique du Nord, avec tout ce que j'ai
que je porte en moi de déchirures, de femmes, de blessures, etc., et d'Afrique du Nord et d'orientalisme. Et c'est là que, note à note, nous avons construit Ève, lève-toi en chantant vraiment note après note. Et ensuite, pendant, je me souviens, 36 heures, on a travaillé à la table de travail avec Jean-Michel Beria pour écrire le texte, Donc ça, qui n'est pas anodin. Ça a été un accouchement dans la douleur, d'une certaine façon. Je crois que toutes les chansons un peu qui marquent leur temps et même qui dépassent ce temps-là, qui deviennent un peu mythiques, je dirais. Ce qui est le cas de Ève, sont peut-être des choses qu'on ne pompe pas comme ça au hasard, qui sont des choses assez fouillées, oui. Je sais pas, moi je ressens pas de douleur quand je fais de la musique, ce serait vraiment me plaindre pour une passion qui m'habite, non, mais bon, c'était pas facile, mais attendez, on fait de la musique, il faut bien que ce soit pas facile quand même. Il y a des gens qui sont 24 heures sur 24 dans un bureau noir, nous on a de la chance de faire de la musique et d'essayer de créer des choses, c'est merveilleux. Surtout quand le public répond. Alors vous décidez de changer de look, vous abandonnez un petit peu le look classique, le classicisme pour quelque chose d'un petit peu plus déjanté, dans le bon côté du terme. Tant mieux, ça allait bien avec Julie Pietri, hein. Moi j'avais repris mon patronyme, etc. Oui. Et surtout, on va pouvoir signer dans une maison de disques grâce à Ève, lève-toi. Ouais. Ben vous revenez dans la maison de disques que vous aviez initialement, même si les présidents étaient différents. Voilà, je reviens à mes premières amours, CBS, Sony. Il y avait d'autres maisons qui étaient intéressées à l'époque ? Je crois qu'on s'est adressé en priorité à celle-là. Voilà. En priorité, oui. Et la première télé, je crois que vous l'avez fait chez Jean-Louis Foulquier, il me semble. Vous vous rappelez oui, je crois. C'était la seule télé qu'on nous a octroyée puisqu'on nous disait que notre morceau était mort-né et que c'était infaisable. Alors justement, il y avait une programmatrice, vous ne l'avez pas citée, mais je pense qu'on voit très bien qui c'est, qui n'était pas très chaude pour programmer le disque. Ah non, parce que comme vous l'avez souligné, j'avais un look déjà assez déjanté, hein, j'avais les cheveux en crête sur la tête avec une grande tresse. Je commençais à être très... Vraiment, j'avais pris un sacré tournant physiquement, et puis j'avais repris mon nom de famille, Pietri. Je faisais une musique un peu orientaliste en disant « Ô femme unique, péché désir pour un serpent de Bible à briser son empire ». Et cette femme, que demeurant j'aime énormément, a dit « Mais c'est quoi ce cirque ?» Tout d'un coup, c'est une nouvelle chanteuse, ça s'est jamais passé comme ça en France, il n'y a jamais eu personne qui a osé faire ce qu'elle a fait, ça ne marchera jamais. Voilà. Jamais, et on ne vous programmera pas sur notre radio. Vous aviez de bons rapports avec cette programmatrice ? Oui, et puis depuis, on se fait des clins d'œil, on s'adore. Non, en général, j'ai toujours de bons rapports avec les gens. Je comprends qu'au départ, ils puissent être un peu comme ça, tranchés, en disant ça ne marchera jamais. Parce que souvent, quand on est directeur de programmation, on croit que quand on a fait tel et tel tube, on a le monde à ses pieds et qu'on a la vérité, mais je crois pas. Je crois pas, mais bon, je crois qu'elle a dû s'en rendre compte toute seule, de toute façon, puisqu'après, Ève, lève-toi étant devenu ce qu'il est devenu, après avoir été refusé pendant 6 mois par toutes les radios. Oui, ça n'a pas démarré tout de suite, oui. Voilà, le seul qui a bien voulu me prendre dans sa télé, effectivement, était Jean-Louis Foulquier. Donc là, ça explose véritablement. Est-ce que vous avez vu une différence de comportement chez les gens du métier, par exemple, la façon de vous regarder, de vous considérer vous avez noté un changement particulier ou pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous étiez quand même déjà connu avant, mais vous n'aviez jamais eu un tube vraiment aussi puissant que celui-là. Ah on va dire que normalement, mais si vous voulez, tous les artistes normaux font des succès à 500 000 exemplaires, c'est-à-dire à l'époque c'était disque d'or, aujourd'hui. Absolument. Mais donc c'était déjà énorme. Je dirais que c'est une arme à double tranchant ce qui m'est arrivé sur Ève, c'est-à-dire que tout d'un coup on passe du disque d'or au disque de platine, même dépassé, puis aujourd'hui j'en parle même pas, je sais pas à combien on en est, mais enfin plus les téléchargements, plus les pubs qui ont été faites sur telle et telle grande marque d'automobile ou je ne sais quoi, enfin c'est de la démence. Et donc je crois que le regard qui est posé à ce moment-là sur vous, qui continue à être posé sur moi, c'est que comment ça se fait qu'au bout de 5 ans de carrière, on peut, avec un seul morceau,
provoquer un tel raz-de-marée, je dirais, écoutez, ça dépasse l'entendement. Moi, ça m'a totalement dépassé, en tout cas. L'attitude des gens était devenue extrêmement hystérique, ce qui me gêne beaucoup. Par exemple, ça se manifestait comment dans la vie quotidienne? Moi, je ne pouvais plus marcher du tout dehors. On venait s'installer dans ma cage d'escalier, enfin les trucs habituels, quoi. Je crois que ça arrive à un tas de gens très bien, et il faut se cacher beaucoup. Vous l'avez géré facilement ou ça a été... Ça m'a gonflé, parce que dans la rue, on courait après quand même à 10 personnes, et pour faire ses courses avec ses yaourts, c'est embêtant quand même. Vous êtes mis en colère parfois contre des gens qui étaient toujours en train de... Non, la seule chose que je disais, c'est que je courais très vite en disant « c'est pas moi !» Je me suis jamais mise en colère parce que je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis des gens qui vous aiment, qui est tragique. Je crois que quand les gens vous aiment à ce point-là, il faut au moins les respecter. Je crois que c'est la moindre des choses. Non, jamais, jamais je n'ai eu un mot plus haut que l'autre. Par contre, mon entourage pétait plus facilement les câbles que moi. Et donc renvoyer les gens en les poussant. Mon manager de l'époque les poussait en disant « elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps ». Évidemment, j'avais 15 trucs par jour à faire, plus les concerts le soir. J'avais une moyenne de 280 concerts par an. Plus les télés, les radios, ça devenait de la folie, quoi. C'était une sorte de... Bon, en fait, moi, la seule chose c'est que j'avais l'impression d'être pressée comme un citron. J'avais perdu 6 kilos et... Physiquement fatigué? Physiquement très fatiguée. Mais non, très reconnaissante au public de ce qu'il avait bien voulu faire de moi. Non, ça c'est la moindre des choses. Mais disons que j'avais du mal à cerner ce que faisaient les gens autour de moi et pourquoi c'était eux qui pétaient les plombs, quoi. Je trouvais ça abstrait, quoi. Mais bon, chacun, je sais pas, chacun récupère le succès de l'autre d'une certaine manière. On avait l'impression que c'était mon entourage qui avait fait écrit et chanté ce tube. Qui s'accaparait votre succès et tout. Ouais. C'était assez strange. Mais bon, les gens n'étaient pas très sages non plus. En tout cas, parfois ils m'ont sauté dessus, parfois ils m'ont fait mal aussi, parfois ils m'ont déchiré des vêtements, donc c'était pas très cool. Il y a toujours des fous, vous savez, il y a un phénomène collectif qui est jamais très... C'est un peu comme la panique quand il y a une bombe qui explose quelque part. Ça m'a d'ailleurs rappelé de funestes souvenirs d'enfance. Et c'est pour ça que j'aimais pas ça. C'est que ce côté, ce côté panique dans la foule me rappelait des choses beaucoup plus graves que ça, que j'avais vécu dans mon enfance en Algérie. Mais voilà, je n'y pouvais rien et je faisais avec, j'essayais de satisfaire au maximum les gens. Moi, en tout cas, j'étais ouverte, open. Quelle est la chose la plus dingue qu'un fan ait dite ou faite par rapport à vous? En sortant d'une télévision, d'un prime time, beaucoup de monde m'attendait dehors pour signer des autographes, donc je commence à en signer quelques-uns. Très vite, je suis débordée. Et là, mon manager dit laissez-la passer, maintenant c'est fini. De toute façon, c'est musicien. Effectivement, j'avais un concert à faire un peu plus loin. Et on m'attendait sur scène, j'avais même pas pu répéter, donc il fallait que j'aille très très vite. Mais il les a un petit peu bousculés, toujours le fameux entourage, pour que je puisse passer, qu'on aille jusqu'à la voiture, rejoindre mes musiciens pour faire le concert. Et à ce moment-là, il y a, je crois, un type un peu hystérique qui est passé avec une bombe lacrymo et qui m'en a aspergé les yeux. Ah oui, quand même. Ouais. Ça vous a donné, ça vous a fait peur pour la suite? Vous aviez eu un petit traumatisme? Vous avez une appréhension de la foule? Non, je pense que j'aime pas beaucoup la foule. Oui, j'aime pas beaucoup être enfermée dans un endroit avec des gens. Très enfermée. Il faut que je sois un peu... Oui, je le retrouve dans les avions. Je suis un peu claustrophobe. Je ne suis pas agoraphobe, donc ça ne m'a pas vaccinée contre les gens. Au contraire, j'adore vraiment les humains. J'adore l'humain et l'humanité et le renvoi d'amour qui est entre nous. Et non, j'entretiens des rapports merveilleux avec les gens qui continuent à m'aimer. Mais je n'aime pas être enfermée avec beaucoup de gens qui sont sur le même plan que moi et qui commencent à approcher très très près, ou me toucher, ou me pousser, ou des choses comme ça. Là, je panique un peu. Donc on est en 1986, vous allez décortiquer l'album le premier jour avec plusieurs singles. Ouais. Nuit sans issue ne rentrera pas dans le top 50, c'est dommage parce que c'était un très très bon morceau. C'est une sublime chanson. Mais Nouvelle Vie va y rentrer par contre. Voilà, Nouvelle Vie va y rester assez longtemps d'ailleurs. Mais c'est jamais... c'est marrant parce que c'était...
Souvent pour moi, les morceaux les plus fins n'ont pas rencontré leur public. Mais tant pis, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas que je les porte dans mon cœur et que je les fais sur scène. Donc c'est pas très grave et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce genre de morceaux et que finalement ils restent dans l'inconscient collectif au moins autant que certains énormes tubes. Voilà. Bon, je ne suis pas troublée outre mesure. Nouvelle Vie était plus facile et plus gaie. Donc tant mieux, très bien. C'est pas très grave. Puis il y avait Immortel qui était très beau aussi. Très beau, très beau. J'ai sur internet un de mes internautes favoris que je connais dans la vie, puisque je connais un certain nombre de gens qui sont des. J'aime pas le mot fan parce que ça fait fanatique, donc j'ai horreur de ça, mais des amis très chers qui m'admirent, ou des admirateurs. Cet ami-là, qui est internaute sur mon site, sur mon Facebook, etc., s'est marié sur Immortel, donc c'est un joli moment, c'est quelque chose de très beau pour moi. Et dans la foulée, vous faites l'Olympia 87. Ouais. Alors là, est-ce que c'est le plus beau souvenir de votre carrière? Non, chaque souvenir est unique. Je n'ai pas de plus beau souvenir de ma carrière. Il était très fort. Oui, parce que par exemple pour moi le Bataclan que j'ai fait en 2007 est encore plus sublime parce qu'il correspond à ce que je fais aujourd'hui. Vous regardez ça avec un certain recul puisque ça a un certain nombre d'années. Donc vous dites tiens c'était sympa mais c'est pas ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je m'y reconnais moins aujourd'hui. Mais c'était vachement bien. Mais bon, non, c'est pas le plus beau souvenir de ma vie, c'est un souvenir extra. Rétrospectivement, il y a des choses que vous feriez différemment au niveau du spectacle ou... Oui, bien sûr, il y a toujours à améliorer. Mon Dieu, on est tellement faillible. Et ensuite, c'est La Légende des Madones, on en parlait tout à l'heure, en 89. Alors ça, c'était là aussi un album novateur, parce que le concept était assez original. Vous arrivez avec un look différent, rousse. Mais, rouge. Oui, rouge précisément. Mais est-ce que vous n'avez pas, au niveau du look, pensé que c'était déjà fait? Est-ce que ça ne vous a pas quelque part desservi, en ce sens qu'il y avait déjà Mylène Farmer qui avait plus ou moins ce look, il y avait Muriel de Niagara qui était... Alors je dirais plus que Mylène, c'était Muriel de Niagara, mais c'est correspondait à la même époque. Parce qu'elle est devenue rouge à partir du 3e album, exactement en même temps que moi. Donc non, c'était pas déjà fait. Non, Mylène a toujours été rouquine. Mais pas rouge feu, moi j'étais Bordeaux, hein. Oui, je me rappelle. Avec les cheveux longs, donc j'ai jamais attaché mes cheveux comme ça, etc. Non, je trouve que ça n'avait rien à voir. C'est comme si vous disiez à Mylène, pourquoi vous ne mettez pas des lentilles bleues pour ressembler à Julie Pietri? Donc voilà, non, on se ressemblait ni peu ni beaucoup, ça n'avait absolument rien à voir. Justement, vous parlez de Mylène Farmer, vous aviez des contacts à l'époque avec elle, voire toujours aujourd'hui ou... Oui, toujours, j'aime beaucoup Mylène, je trouve que c'est une artiste merveilleuse. Une femme très profonde, intellectuellement vive, novatrice. C'est vraiment une femme que je trouve assez extraordinaire. Dernièrement, je l'ai reçue un soir à dîner avec Laurent Boutonnat chez moi, oui. Et puis, on a fait quelques plateaux ensemble où on s'entendait bien. Vous savez, moi je suis une femme assez généreuse, assez humaine. Elle était très timide et introvertie. Elle aimait bien s'appuyer un petit peu sur moi. Une fois aussi, au cours c'était un disque, un morceau qu'on avait chanté pour l'association CARE, c'était des femmes pour l'association CARE, donc toutes sortes de femmes, Jane Birkin, Ginette Renault, on était 30, hein, donc des femmes extraordinaires, toutes plus différentes les unes que les autres, et elle avait une ou deux phrases à chanter, et elle m'avait dit chante-les toi, donc je l'avais remplacée au pied levé, parce que je connaissais son extrême timidité. Et je sais que c'est son comble en tant qu'artiste, puisque normalement, on devrait pouvoir passer en public. Mais c'est comme ça, elle est comme ça, il faut l'accepter. Et d'ailleurs, elle est ô combien acceptée, puisqu'elle est une star glorifiée, et c'est très bien. Et dernièrement, sur mon Facebook, elle est venue sur mon mur pour m'écrire une très jolie chose. Et j'ai répondu sur son mur avec aussi une très jolie chose. Voilà. Elle a terminé d'ailleurs en me disant « Merci d'être vous ». Ce que j'ai trouvé particulièrement beau. Je pense que c'est au fond, outre ça, son immense retenue et timidité, je crois que c'est une femme d'abord et avant tout hypersensible, mais ça on est plusieurs, mais
qui sait regarder les autres, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Attentive. Je crois qu'elle est très attentive. Elle se protège, mais je crois qu'elle est très attentive. Donc on en était à la légende des Madones, donc le premier single Salambo, et puis ensuite Étrangère, un morceau que j'aimais beaucoup. Ah, formidable, Ouais, formidable. avec un clip très bien aussi. Très joli. Et je me rappelle, alors une des dernières télés que vous avez faites à cette époque-là, c'était un Champs-Élysées à Toulouse, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc chantier Étrangère. Oui, absolument, absolument. Et puis ensuite, on ne vous voit plus tellement. Alors vous avez évoqué le fait de la maternité, mais il y a eu aussi une rupture avec votre producteur de l'époque. Comment ça s'est passé? Apparemment, vous étiez assez, à l'époque, dans les interviews, ou les rares interviews que vous aviez données sur le sujet, assez en colère contre ce producteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était une rupture, je crois, qui me forçait à faire des choses que je n'avais pas envie de faire, là aussi, un peu à la Claude Carrère. Et puis, pour dire les choses franchement, il était assez désagréable avec tout le monde. Et comme son habitude avait été un petit peu de prendre des décisions à ma place ou de jeter les gens à ma place, j'estimais que ça ne correspondait pas à mon état d'esprit, j'avais envie de jeter personne. Donc on s'est séparés, ça tombait très bien parce que j'attendais un enfant du papa de ma fille. Et je me suis consacrée à cet enfant et surtout à récupérer pendant quelques années mon identité parce que j'avais beaucoup vécu, je dirais de fin 79 à 91 dans un tourbillon incessant parce que il est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, que bon, on se dit que Julie Pietri n'a fait que Ève lève-toi, mais en fait bon. Dans l'inconscient collectif, bien sûr, mais voilà. il y a tous les 10 autres mais bon, disques. on sait aujourd'hui maintenant que je me suis appelée Julie tout court, j'ai fait pas mal de tubes et que voilà, je trouvais que j'avais fait le tour de pas mal de choses et que je m'étais assez épuisée pendant 11 ans. J'avais assez envie que cet enfant que j'attendais ne naisse pas dans le stress le plus complet, quoi. C'est la moindre des choses. Surtout que j'en ai eu qu'une et que j'en aurai jamais qu'une. Donc voilà, je préférais être en forme et récupérer ma forme pour me consacrer à cet enfant. Donc c'était pas simplement une question de producteur, c'est une question aussi de savoir ce que vous... D'ailleurs, certaines de mes consoeurs choisissent de ne pas faire d'enfants du tout, comme Mylène Farmer, comme Liane Folly, etc. Pour vous, c'était inconcevable, le fait de ne pas avoir d'enfant? Et oui, bizarrement, c'était inconcevable. J'ai rien d'autre à ajouter. Quel regard vous avez posé sur le métier après la naissance de votre fille? Vous avez vu ça différemment? Vous avez pris beaucoup de recul? Non, je voyais ce qui se passait, je voyais très bien que... Ça avait moins d'importance, le métier, je veux dire par là? Ah oui, oui. Ça avait moins d'importance parce que l'important était que je devienne une maman à part entière et que surtout je me sente bien et que je me récupère. Et tant pis si qui va à la chasse perd sa place, c'était pas non plus... Voilà, je pensais pas à ça. J'ai fait 9 ans et demi de psychanalyse et j'ai été au cours Florent, voilà, j'ai fait autre chose, il y a toujours une vie après la vie. Et puis... Voilà, le seul tort, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que moi je suis très peu business, j'ai donc évidemment en 10 ans d'absence, j'ai puisé considérablement dans mon capital. Et quand j'ai eu la chance de revenir en 2002-2003, notamment avec la... Vous êtes quand même revenu avant retour, avec des albums, compilations, oui, mais avec que je ne défendais pas vraiment. Donc on ne peut pas parler. Oui, il y a eu Féminin Singulière, quelques Absolument, compiles oui. qui se sont faites, mais c'est pas des choses que j'ai défendues parce que je voulais pas apparaître. Donc une fois que j'ai voulu réapparaître parce que ma fille avait déjà grandi, qu'elle avait une dizaine d'années, je me suis dit ben tiens, acceptons les propositions et je les ai acceptées. Eh bien, on en a pris finalement. Absolument. Je pensais que qui allait à la chasse perdait vraiment sa place, définitivement. Vous êtes Eh aperçu ben que non. Ben non, il y avait quand même de l'amour dans le cœur du public, et il y avait de l'amour dans le cœur des médias, même si on dit que c'est un monde de brutes. Comme je n'avais pas laissé de cadavres dans les placards, et comme moi j'avais claqué la porte au nez de personne, ben, j'ai retrouvé des amitiés et des gens très sympas, comme Jean-Pierre Foucault, comme Patrick Sébastien, voilà, ce sont des gens qui ont... Jamais oublié que parfois au pied levé j'ai remplacé des artistes de grand renom ou que j'ai jamais eu de caprice, exigé du champagne ou du caviar ou des conneries comme ça.
Non, j'étais, voilà, donc j'ai retrouvé une ambiance bien sympa dans ce métier où finalement les gens continuent à m'accueillir avec beaucoup de gentillesse. Alors vous évoquiez l'émission Retour gagnant, vous n'avez pas tiqué avant de faire cette émission? Non, je m'en foutais parce que comme j'avais rien à perdre, puisque je revenais, je me suis dit, je m'en fiche, c'est pas moi qui vais gagner, donc je m'en fiche, je vais faire une chanson, comme ça on me verra dans une heure de grande écoute, ce sera super. Puis il y a eu Si on parlait de ma vie, donc qui a découlé directement de cette émission. Parlez-nous de ce titre qui était vraiment magnifique. Alors d'abord, d'ailleurs on l'a vu à l'écran, j'étais en train de discuter avec mes copains quand on m'a appris que, avec mes copains Eric Morena et puis celui qui chantait, comment s'appelle-t-il, J'aime regarder les filles. Coutin. Coutin. Je discutais, j'avais vraiment pas la tête au concours. Et puis j'ai même pas entendu qu'on disait gagnante Julie Pietri, donc il a fallu qu'on me dise Julie c'est toi, j'ai fait quoi? Donc j'ai été hyper surprise, j'ai eu un genre de coup au cœur quand même, je m'y attendais vraiment pas et je n'avais pas fait ça pour ça. Donc à la suite de là, effectivement, il y a eu ce single, Si on parlait de ma vie. Pourquoi il n'y a pas eu d'album qui a suivi? Parce que la maison de production qui produisait l'émission, et non pas TF1 bien sûr, mais la maison de production elle-même n'a pas tenu parole, je crois qu'elle a vendu... Elle a été vendue, la maison de production a été vendue au moment quasiment où je sortais Si on parlait de ma vie. Donc il n'y a pas eu de parole tenue, mais bon, moi je suis pas une fille à histoire, je dis rien. Vous avez été quand même déçu? Bah évidemment, j'aurais préféré qu'on paye un album, c'était quand même vachement sympa. Je veux dire que j'ai obéi, comme d'habitude, on m'a dit non, il faut que tu prennes ce morceau Si on parlait de ma vie. Bon, je dis ça fait un peu trop Johnny, mais si on peut me permettre de faire un album là-dessus, à ma sauce, c'est bien. Et bon voilà, mais ça arrive, voilà, c'est des mésaventures qui arrivent dans ce métier, mais c'est pas grave, il faut se construire avec ça. D'ailleurs, en général, les mésaventures vous construisent, ça vous détruit pas, ça vous aide au contraire à être toujours le phénix qui renaît de ses cendres. C'est ça qui est génial, c'est qu'on vous dit « Ah, mais ma pauvre, alors vous pleurez beaucoup ». Non, je pleure pas beaucoup du tout. Vous êtes quand même foncièrement positive malgré tout. Vous êtes je suis vachement positive, ça veut dire que si un truc se casse la gueule, ça veut dire qu'un autre va être remonté derrière. C'est ça, c'est ça la théorie, c'est que y a une résilience à tout. Et c'est pas tomber dans le caniveau et dire « Ah, mon Dieu, je m'abîme sur mon divan, il se passera plus jamais rien ». Ça m'intéresse pas de penser comme ça. Moi, je me dis toujours qu'on va rebondir. Alors, la grande surprise, c'est votre virage jazz récent. Ah oui. Ça, c'était prémédité, c'était pas prémédité, ça désarçonne pas mal de vos fans. En même temps, ça vous permet d'être écouté par un autre public qui ne vous connaissait pas véritablement. Quel bilan déjà vous tirez de ce virage-là? Je crois qu'il est très positif parce que les gens pensaient qu'on pouvait être enfermé dans une petite case qui s'appelait variété, française, pop, ce que vous voulez. Puis boum, vous savez faire autre chose avec votre voix, évidemment, ça interpelle. Puis passer la première surprise, on se dit tiens, c'est quand même sympa, elle a détourné tel et tel morceau, elle se l'est réinterprété. Les orchestrations sont magistrales, c'est quand même le plus grand musicien de jazz de France. Et là-dessus, je fais le Bataclan et il est rempli à bloc et on fait un DVD. Et finalement, ce coffret DVD, CD qu'on a sorti cet hiver a cassé la baraque. On en avait sorti en série limitée, on les a tous vendus. Et je crois que finalement, ça a prouvé aux gens que j'étais capable de faire autre chose et que j'étais pas enfermée dans une petite case. Et ça, c'est vachement bien parce que comment voulez-vous évoluer autrement ? Il faut bien, vous ne pouvez pas rester voilà, 20 ans en arrière. C'était il y a 20 ans, c'est plus maintenant. Ça vous a donné une crédibilité supplémentaire, vous pensez? Je ne sais pas si c'est crédibilité, je suis partie ailleurs et on l'a accepté visiblement, c'était sympa. Être uniquement chanteuse de variété, vous trouvez ça péjoratif? Variété, le mot variété? Je suis une chanteuse de variété. Ça veut dire varier. Donc on a le droit de faire du jazz, donc on a le droit de faire de la pop, donc on a le droit de tout faire parce que c'est varié. Vous savez que le métier ne voit pas véritablement les choses comme ça. Ils aiment bien mettre dans des cases. Oui, voilà. Je sais, c'est la France, c'est comme ça. Vous pensez faire un album de chansons originales, de revenir à la variété quand même? Oui, je vais revenir à la variété, bien sûr. Vous y travaillez? Vous avez des idées sur le style, sur la distribution, sur... Non, mais je suis en train de chercher des idées, des bonnes. Parce que quitte à faire quelque chose de nouveau, il faut vraiment que ce soit nouveau. Il faut que ce soit aussi surprenant que quand je suis revenue avec l'album le premier jour avec Ève, Nuit sans issue, Nouvelle vie, tout ça. Voilà, faut que ça surprenne. Le métier est complètement différent aujourd'hui. C'est très difficile de vendre du disque aujourd'hui. Justement, vous pensez quoi de la loi qui a été votée récemment? C'est une mauvaise loi, mais si on ne commence pas par voter une loi, on ne pourra pas la faire évoluer. Donc il fallait la faire voter.
parce que je ne connais pas d'endroit où on parte avec un camembert sous son manteau et où on ne le paye pas. Vous en voulez aux gens qui téléchargent? J'en veux aux parents de ne pas faire comprendre à leurs enfants, qui sont très jeunes, qu'un artiste ou un compositeur ou un auteur, ça ne bouffe que parce que ça écrit des choses et que ça touche des droits. Voilà, on pense... on continue à faire la sourde oreille, bien qu'on l'explique en long, en large, en travers, on ne comprend pas qu'un artiste, ça mange. Et ça mange notamment de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a composé et de ce qu'il chante. Et quand on lui supprime tout ça, ben, il n'a plus qu'à arrêter de chanter, d'écrire et de composer. Donc à part les 3 grosses pointures françaises qui de toute façon sont à l'abri pour des générations et des générations, comme Goldman, Obispo et Bruel, ben, le reste... des compositeurs, des auteurs ou des interprètes finissent par crever, donc qu'il leur reste le spectacle vivant, ce en quoi je crois, moi personnellement, beaucoup, mais il fallait bien qu'une loi passe, si mal foutue qu'elle soit, car je pense qu'elle est la loi Adopi est extrêmement mal foutue, c'est-à-dire qu'il faudrait un flic derrière chaque computer. Moi, franchement, j'attends de voir, mais bon, ça me fait rigoler. Mais je pense qu'elle va évoluer. Ce que je voulais qu'on fasse, c'était le premier pas, qu'on signe qu'on vote une loi à l'Assemblée pour qu'il y ait le départ, les prémices de quelque chose qui ensuite va être amélioré. Sinon, bah, c'était la mort de la musique en France. Nous sommes un petit pays, donc on se fait bouffer facilement. Hein. Et en même temps, les maisons de disques, on l'entend abuser avec les prix des disques aussi. Les disques étaient quand même Les maisons de assez disques chers. n'ont absolument pas anticipé en creusant leur propre tombe, en produisant des graveurs de CD, en produisant toutes sortes de choses comme ça, de manière à un jour elles-mêmes licencier massivement. Et on en arrive au chômage maximum dans les maisons de disques. Je plains beaucoup tous les gens. Il n'y a pas que les artistes qui sont touchés, il y a aussi tous les gens. Attachés de presse. C'est pas seulement attaché de presse, assistante de direction, secrétaire, je ne sais pas moi, ce dont est fait une entreprise. Bah, tous ces gens-là, ils crèvent de faim et ils sont au chômage. Voilà. C'est pas que pour les artistes que je parle. C'est pour toute une structure qui est en train de mourir. Et tous les salariés qui en font partie. Alors j'ai 2 questions à vous poser pour terminer. La première, est-ce qu'un jour il y aura une intégrale de Julie avec toutes les chansons depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Est-ce que c'est en projet? Ouais. Est-ce que c'est Ça, avancé? je peux répondre favorablement. Est-ce qu'il y aura des inédits? Est-ce que... Mais il y aura un gros morceau. On vous livrera la totale. Vous avez récupéré tout votre catalogue ou vous avez encore des problèmes de droit entre les différentes maisons de disques? Je pense qu'il y a des problèmes de droit encore. C'est ce qui rendra les choses longues. Vous pouvez dater une éventuelle sortie ou pas du tout? Non, mais ce sera peut-être l'étape intermédiaire avec la sortie d'un album de nouveauté. Ce sera peut-être ça l'étape intermédiaire avec tout. Voilà. Et ma dernière question, c'est votre actualité imminente avec le spectacle le 28 mai à l'Alhambra. Voilà. Alors ça sera comment? Qu'est-ce que vous pouvez nous dévoiler pour donner au public? Si je vous dis les surprises qui vous attendent quand vous viendrez me voir, mes amis, vous viendrez plus me voir. Non, ce sera vraiment... Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour convaincre le public d'y aller? Que ce n'aura... que c'est le déroulement il y a un fil conducteur qui est un peu le déroulement de ma vie et de mes idées et de ma carrière. Un spectacle novateur? Oui. Donc. Que donc il n'y aura pas que du jazz du tout, ce sera un petit moment. Et qu'il y aura peut-être des morceaux qui vont revenir sur le devant de la scène que je n'avais peut-être jamais interprété et qui datent d'il y a bien longtemps. Là, effectivement, vous savez trouver les mots. Plus d'autres surprises. Voilà. Vous vous y préparez comment physiquement? Tous les jours vous travaillez là actuellement? On est en répétition avec les musiciens toute la journée. On travaille de 10h du matin à 6-7h du soir. Physiquement, je me suis toujours préparée. J'ai toujours été très sportive. Donc ça ne change pas. C'est 2-3 fois par semaine. On trouve le temps de faire 2 heures de sport et de courir. Voilà. Mais plus voilà, quelques cours de chant pour s'améliorer encore. Il n'y a pas d'âge pour faire mieux. Essayez. Julie, merci beaucoup et puis rendez-vous donc jeudi prochain, jeudi 28 mai, à l'Alhambra. Avec un grand plaisir, je vous attends. Merci infiniment.
1, 2, 3. Vous pouvez parler, dire. Oui, est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez du retour? C'est parfait. On y va? Allez. Julie Pietri, bonjour. Bonjour. Et je trouvais que j'avais fait le tour de pas mal de choses et que je m'étais assez épuisée pendant 11 ans, 10-11 ans. Et qu'en plus, comme j'étais enceinte, il faut vraiment vous dire que j'étais un peu sur les genoux et que j'avais envie que cet enfant... Bon, tu décroches, tu arrêtes l'accès Internet derrière. Merci infiniment. Très bien, parfait. Ben, on a fait ce que vous devez faire sur 1 heure. Oui, il y a absolument tout. Donc c'est génial. Vous allez couper un peu parce qu'il y a des trucs où on j'ai un peu de la... Oui, bien sûr. Ça, c'est tout saucissonné après, tout D'accord, coupé, il n'y cool. a pas de souci. Gardez les meilleurs moments, les choses oui. les plus vraies, les plus... Tout à fait, tout à fait. Les plus intelligentes, les plus... Parce qu'il y a des trucs où, au début, j'étais pas dedans, parce que comme j'étais un peu désarçonnée par ce qui m'est arrivé, les embouteillages et le machin, j'étais pas dedans au départ. Ben, vous voulez que je vous envoie le montage avant de le Avec un diffuser? immense plaisir. Ouais. D'accord. Écoutez, extra. Ah ouais. Alors je vais plutôt à gauche. Très bien. C'est votre meilleur profil? Ouais, exact. J'ai bougé. Non, mais je vais en faire plusieurs. Il faudra recadrer. Tu ne sais pas cadrer? Si, c'est pas ça, mais ça dépend, je sais pas ce que. Ça va? Non, c'est très bien. Parfait. Non, celle-là, oui, alors la première, vous voyez, je suis toute courbée, c'est parce que je me rapproche de vous. Alors non, celle-là, je l'aime pas du tout. D'accord, vous voulez que je Voilà, regarde? oui. D'accord. Les autres sont meilleurs, je trouve. On dirait que je me penche sur vous. Quasimodo, tous c'est ma bosse, monseigneur. Ah Oh, celle-là, non. Celle-là, pas question. Elle est bien. ouais. Voilà. Celle-là. Oui, parce que là, je me tiens Et droit. là, Ah, très celle-là, bien. voilà. Ouais, celle-là est très bien. Ouais.